Wow! Je voudrais bien que cette vidéo soit la suite de la précédente. À vous de voir. 4 siècles avant Jésus, Démocrite d'Abder, philosophe, mathématicien, astrologue, etc. Un touche-à-tout. Il fut le premier à penser que l'univers était constitué d'atomes et de vide. Atome vient du mot grec atomos et qui indique une chose indivisible. C'est une erreur, puisqu'il faut diviser l'atome pour obtenir la réaction nucléaire. Au début de la découverte de l'atome, les physiciens croyaient que l'atome était la particule fondamentale de la matière. Puis ils ont découvert que l'atome lui-même était constitué de particules plus petites, les protons, les neutrons et les électrons. Alors ils ont cru que cette fois-ci, ceux-ci étaient les éléments fondamentaux de la matière. Puis encore, ils se sont rendus compte que ces derniers étaient formés eux aussi par d'autres particules encore plus petites, les quarks. Et maintenant, ils pensent que même ceux-ci sont constitués par d'autres particules plus infimes, qui à leur tour sont formées par d'autres microcosmes infiniment plus petits. C'est une chaîne. Vous savez, la science a déterminé que tous les événements avaient des causes et des effets, étant donné que les causes sont déjà les effets d'un événement antérieur, et que les effets deviennent les causes d'événements à venir. Donc, au XVIIIe, le marquis de Laplace a été convaincu que l'actuel état de l'univers n'était que l'effet de son état antérieur et la cause de celui qui le suivra. C'est Einstein qui avait dit un jour « Le passé et le futur sont simultanés ». Wow! Là, la cafetière, elle saute carrément. Einstein n'était pas un plaisantin. Il ne parlait pas pour bavarder. Il disait souvent des choses incompréhensibles au commun des mortels. Mais quelquefois, il faisait aussi l'hypocrite. E égale MC2. MC au carré. La fameuse formule aussi célèbre que lui-même. L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière, au carré, puisqu'il y a le 2. Et ça, mes amis, ça c'est ce qui est à l'origine des bombes atomiques. C'est cette formule qui est la cause de la grande menace d'aujourd'hui. Le danger apocalyptique permanent d'une guerre nucléaire totale entre l'Est et l'Ouest. Toutes les grandes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont eu de petits commencements, y compris le Big Bang. Que cela soit l'Ukraine ou Israël, l'étincelle est prête à surgir. Avec les travaux de la relativité, Einstein a donné aux physiciens non seulement l'idée, mais aussi le modus operandi de la fission nucléaire. Et après, il s'étonne que le programme Manhattan aboutisse à l'anéantissement d'Hiroshima et de Nagasaki. Nous avons donné aux hommes un moyen d'évoluer et ils en ont fait une arme destructrice. Plus hypocrite que ça, tu meurs. Entre nous, Oppenheimer, l'artisan de Little Boy et de Fat Man, à plusieurs reprises, est venu discrètement au 112 Mercer Street à Princeton, dans le New Jersey, au domicile d'Einstein, pour le consulter, alors que l'élaboration des bombes atomiques était en cours de réalisation. Et après, le voilà qui s'écrie « Malheur à nous, nous méritons ce qui nous arrive ». Un peu de décence, messieurs.
Vous avez fait au nom de la science tout ce que vous avez pu faire pour transformer ce monde en cimetière. Et vous voilà arrivés à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous sommes menacés d'un anéantissement massif qui nous basculera à l'âge de pierre. Pour le peu qui ont la chance ou la malchance de survivre à l'Holocauste. Au XVIIe siècle, Newton avait écrit une lettre à Robert Boyle où il lui demande de taire et de ne pas montrer les acquis de la science, car cela portera préjudice à l'humanité. Il faut croire que Newton était beaucoup plus sage qu'Einstein. Les civilisations reposent sur l'innovation pacifique et le génie. La Grèce et Rome n'ont jamais été des civilisateurs, mais plutôt des impositeurs. Impositeurs établissant leur domination sur les autochtones par la force des armes. La vraie civilisation construit mais ne détruit pas. La Grèce et Rome, pendant des siècles, n'ont fait que détruire pour imposer aux autres leur façon de vivre. Et cela s'appelle de la tyrannie et non de la civilisation. La civilisation sous-entend la compréhension des autres et non la soumission. Revenons à la grandeur de l'univers. Celui-ci contient des lois physiques et mathématiques créées par une entité omnisciente, omnipotente et omniprésente, dans un but mystérieux. Et s'il vous plaît, laissez tomber cette phrase de la Bible. Créons l'homme à notre image. Genèse 1.26. C'est du n'importe quoi. S'ils avaient dit à l'image du diable, j'aurais peut-être adhéré. Avec notre science actuelle, nous saisissons à peine les grandes lignes de l'ordre qui régit tout ça. Mais nous sommes encore très loin du compte. Nous n'avons qu'une très vague idée du sens global. On patauge encore dans le yaourt. Mais nous avançons. Si vous savez le nombre incalculable de probabilités positives qui ont contribué à promouvoir la vie sur Terre, vous serez sidérés. La Lune, par exemple, maintient la vie sur Terre. La Lune est tellement grande comme satellite de la Terre qu'elle réduit avec sa gravité l'inclinaison de notre planète, permettant ainsi la vie, et règle aussi les marées des mers et des océans, indispensables à la vie sur Terre. La situation exacte de la Terre par rapport au Soleil. 5% plus proche du Soleil et plus de vie sur Terre. 15% plus loin, idem. Par exemple, le fait que la Terre possède du nickel et du fer liquide en quantité suffisante dans son noyau pour générer un champ magnétique indispensable pour protéger l'atmosphère des particules émises par le Soleil. Sinon, le sol terrestre serait devenu comme celui de Mars. Une autre chance extraordinaire est le fait que le carbone soit l'élément solide le plus abondant dans l'espace thermique où l'eau est liquide. Le carbone est la clé de voûte de la vie terrestre. Il est aussi l'atome sur lequel repose l'ensemble de la chimie organique. Il faut savoir et se dire que notre existence sur Terre semble dépendre d'une extraordinaire et mystérieuse chaîne de coïncidences fabuleuses. Comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, une cascade de jackpot cosmique. Et tout cela ressort du principe d'entropie. Pour comprendre l'entropie, il faut lire la thermodynamique de Clausius. Rudolf Clausius, professeur de physique au 19e. Ce professeur a démontré qu'il y a eu une naissance de l'univers et par conséquent forcément une mort à l'autre bout.
Poussons plus loin notre hystérie. Notre planète a décroché tous les gros lots. Celui de la précision de l'expansion de l'univers, la précision de la température primordiale, la précision de l'homogénéité de la matière, la prédominance de la matière sur l'antimatière, la précision de la constante de la structure fine, la précision des valeurs des forces fortes et faibles, de la gravité, la précision du taux de conversion de l'hydrogène en hélium, la précision du processus de formation du carbone, la précision du taux de liquide nickel-fer du noyau. Bref, tous ces jackpots qui se suivent et ne se ressemblent pas. Si un seul, je dis bien un seul, de ces jackpots n'était pas au rendez-vous, adieu vos vaches cochons. Toutes ces multiples loteries, remportées par une seule planète. Wow. Vous me direz, au vu de toute cette succession de chances incroyables, qu'il y a anguille sous roche. Et je vous répondrai, oui, bien sûr, effectivement. Quand l'aumône est trop grande, le mendiant se méfie. Tous les scientifiques, enfin la majeure majorité, sont d'accord pour dire que l'univers a commencé avec le Big Bang. Nous ne parlons pas ici d'un espace vide qui aurait commencé à se remplir. Non, même ce vide n'existait pas. L'univers a commencé avec le Big Bang, l'espace et le temps aussi. On ne peut pas dire avant le Big Bang, puisque le temps n'existait pas encore. Si vous arrivez à comprendre cela, vous arriverez à comprendre le reste. Sinon, tant pis pour la suite. Si vous demandez ce qu'il y avait avant le temps, c'est comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. Oui, je sais, c'est difficile à accepter et de se faire une idée. Mais n'empêche, c'est comme ça. Avant et après ne peut exister que si le temps existe. Avant le Big Bang, le temps n'existait pas. Donc pas d'avant. Après le Big Bang, oui, bien entendu. Ça existe, puisque le temps existe maintenant. Les astrophysiciens pensent que tout l'univers était comprimé en un point infime d'énergie. Et que soudain, il y a eu une explosion ou une expansion brutale, pendant laquelle a surgi la matière, l'espace, le temps et les lois de l'univers. Les lois qui régissent l'univers sont les mêmes qui nous régissent, nous, mais à des échelles différentes. Il faut savoir que nous sommes une structure d'information. Mais ce qui compose cette structure, ce sont les atomes. Un grand nombre d'atomes assemblés forment une molécule. Un grand nombre de molécules assemblées forment une cellule. Un grand nombre de cellules assemblées forment un organe. Et tous les organes assemblés forment un corps vivant. Ceci dit, il est inexact de dire qu'un être vivant se réduit à une collection d'atomes, ou de molécules, ou de cellules. Il est certain qu'un être vivant réunit des trillions d'atomes, des billions de molécules et des milliards de cellules. Mais qu'importe, mais n'importe quelle description qui se limiterait à ces données, même si elles sont vraies, pêcherait, je dirais, par défaut. Je pourrais tout aussi analyser la musique des Beatles, All You Need Is Love, dans une approche réductionniste. J'étudierai le son de la batterie de Ringo Starr, les vibrations des cordes vocales de John Lennon et de Paul McCartney,
le son de la guitare de George Harrison, et je dirais que j'ai tout compris. Mais rien de tout ça ne révélera vraiment ce qu'est cette chanson. Pour la comprendre, il faut impérativement l'analyser sur un plan sémantique d'abord. Puis vient le reste. Comment espérer connaître une ethnie ou un peuple si on ignore son histoire et son passé? Ce qui est important pour ce dernier est aussi important pour l'univers. Connaître l'origine de l'univers est primordial pour connaître le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup d'éléments physiques et mathématiques nous indiquent la direction, mais nous manquons encore de moyens pour les traduire. Les scientifiques supposent bien malgré eux que derrière toute cette structure physique et mathématique, une intelligence suprême. Mais voilà, ils sont sceptiques. Ils refutent l'idée de ce qui n'est pas explicable. Et dans ce cas, ils disent quoi? Sûr qu'il n'y a rien à voir. C'est une autre façon de pousser la poussière sur le tapis. Pour schématiser cette façon de faire, prenons par exemple la montre de William Paley, philosophe du XVIIIe. Si en marchant, je vois une fleur devant moi, je ne penserai pas que derrière cette fleur, il y a une intention intelligente. C'est une simple fleur créée par la nature. Il n'y a rien de sorcier. Supposons maintenant qu'à la place de la fleur, je trouve une montre en parfait état de marche. Je penserai que derrière cet objet, il y a une véritable intelligence humaine créatrice, intentionnelle, dans le but de créer un accessoire pour mesurer le temps. Cet accessoire, très compliqué, bourré de pièces les unes imbriquées aux autres, pour arriver à une finalité, la mesure du temps. Pourtant, la fleur est beaucoup plus complexe qu'une montre, avec ses organes qui lui permettent de vivre et aussi de procréer, chose que la montre ne peut faire. Alors on prête une intention créatrice derrière une montre et pas derrière une fleur. Pourtant, derrière la fleur, il y a un puissant indice d'intention intelligente. La vérité est que derrière la montre, il y a un niveau d'intelligence accessible à l'homme. Et derrière la fleur, le niveau est beaucoup plus élevé, donc inaccessible. Mes amis, je crois qu'en voulant expliquer une chose, j'ai compliqué le reste. L'indulgence fera de vous des personnes meilleures. Ciao.